Ouais, bonjour et bienvenue dans cette masterclass avec mon ami Laurent Hannet. Salut Laurent, j'espère que tu es en forme. Salut Donc Olivier. voilà, bonjour à tout le monde. On est également sur les réseaux sociaux, en live et beaucoup en replay. Alors, je me suis fait tirer les oreilles par mon associé qui est juste derrière, Arnaud. Apparemment, on ne respecte pas les codes de YouTube où il faut teaser quand on démarre une vidéo pour garder les gens en haleine quand ils regardent le replay. Alors mon cher Arnaud, si tu regardes cette vidéo, bah, écoute. On va essayer de s'améliorer, promis. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez voir avec Laurent, on va vous parler du modèle d'activation de croissance adapté aux petites entreprises. Quand on est entrepreneur, et bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser son activité. Pour ça, ça obéit à des règles bien précises et Laurent, de manière très pédagogique, j'en suis sûr, va vous partager le modèle d'activation de croissance qui repose sur quatre piliers fondamentaux pour pouvoir sereinement développer son activité dans la durée. Ce qu'on s'aperçoit clairement, c'est que quand on est entrepreneur, ben, souvent on active un ou deux piliers sans forcément le savoir, hein. On le fait peut-être de manière spontanée, mais vraiment la magie du modèle devient intéressante dès lors qu'on travaille sur ces quatre aspects dont tu vas nous détailler, Laurent, et qui permet de manière pérenne de pouvoir faire grandir son activité. Alors, qui on est pour pouvoir prétendre vous aider à développer vos activités? Alors, on n'est pas des vendeurs de rêves, loin de là. Moi, je suis entrepreneur du web depuis maintenant 25 ans, ou pendant 15 ans, j'ai racheté et créé des boîtes dans le milieu du web, et puis maintenant 10 ans, au travers WSI, on accompagne les petites entreprises pour les aider à se développer grâce au digital. Et puis Laurent va se présenter dans quelques instants également, parce qu'on travaille ensemble chez WSI depuis maintenant plus de 10 ans, avec des clients, des centaines de clients accompagnés dans plein de secteurs d'activité. Et à travers ces vidéos, vous nous retrouvez les mardis soirs en ligne, ben, on essaye de vous partager des bonnes pratiques pour vous aider dans vos business. Vous pouvez, si ces vidéos vous intéressent, si vous avez des questions, nous joindre sur LinkedIn, Laurent Hannet, Olivier Alossio. C'est là où nous sommes le plus facilement joignables et on se fera un plaisir de vous répondre. Laurent, je te cède tout de suite la parole. On va rentrer dans le vif du sujet et je compte sur toi pour un peu nous expliquer, nous montrer, preuve à l'appui, comment on fait pour, quand on est entrepreneur, créateur, pour pérenniser dans nos activités dans ce monde de dingue, hein, on va pas se le cacher. Je te laisse la parole, mon cher Laurent. Très bien, ben merci Olivier pour cette introduction. Et effectivement, je pense que c'est important que tu soulignes le fait qu'on soit avant tout en fait des praticiens du marketing. Donc on n'est pas là pour vendre de la théorie, on essaye d'être le plus pratico-pratique possible. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de Croissance pour tous. C'est un programme en fait qui a été fait pour accompagner les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Et le but, ben, c'est de vous délivrer le plus de quick wins, hein, donc de trucs et astuces directement actionnables et venir avec le moins de théorie possible. Donc voilà, et donc c'est pour ça que, comme l'a dit Olivier, avoir vos retours, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par retour de mail, etc., c'est super important pour nous pour continuer en fait de produire des contenus qui ont le plus de pertinence et de valeur ajoutée pour vous. Alors aujourd'hui, comme Olivier l'a dit, on va parler de croissance et on va vous montrer comment le Mac peut être une des solutions pour vous permettre en fait de définir la bonne approche et la bonne stratégie de croissance. Voilà. Alors, quand on parle de stratégie de croissance, oui, alors ce qu'on va voir aujourd'hui, oui, je suis trop impatient de rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir les principales stratégies de croissance. De quoi on parle quand on parle de stratégie de croissance par rapport à des stratégies de vente ou des stratégies business ou des stratégies marketing. Quelles sont les trois erreurs qui bloquent la croissance de la plupart des entreprises qu'on accompagne, Olivier et moi? Quels sont les quatre piliers de croissance qui s'offrent à votre entreprise? Et on va voir que très peu d'entreprises travaillent ces quatre piliers simultanément. Je vous montrerai aussi comment évaluer votre potentiel de croissance et je vous expliquerai pourquoi c'est important de le faire pour savoir où vous devez mettre votre énergie, vos ressources et votre argent. On verra ensuite le modèle de croissance que nous on utilise dans Croissance pour tous et je vous expliquerai pourquoi on a la prétention de dire qu'il est infaillible. Je vous partagerai également les 8 étapes pour activer ce modèle et activer et enclencher la roue de la croissance. Et puis, on vous proposera des plans d'action pour pouvoir implémenter directement ce modèle dans votre entreprise.
Alors, quand on parle de stratégie de croissance et qu'on cherche un petit peu sur le web ou dans des bouquins des stratégies de croissance à mettre en place, ben, je veux dire, c'est assez pauvre en fait. On tombe toujours sur les stratégies de croissance de Porter ou sur la matrice d'Ansoff, qui sont des vieux concepts des années 60, qui ont été, je veux dire, conçus par les pères fondateurs du marketing, hein, puisque ce sont quand même des références dans le domaine, mais qui aujourd'hui ben, manque un petit peu d'actionnabilité en fait. Une fois qu'on a compris ces modèles-là, c'est bien, c'est utile, ça permet de se situer, mais ça ne nous permet pas de passer à l'action, en tout cas pas suffisamment. La matrice ou la stratégie business de base que Porter proposait, il y avait trois stratégies possibles. C'était soit la domination par les coûts. Donc oui, je vais baser ma croissance sur être le moins cher et je vais concevoir toute ma chaîne de valeur pour pouvoir en fait être le moins cher, proposer le produit moins cher et offrir le produit, enfin, ou garder la meilleure marge malgré un produit pas cher. C'est possible, mais c'est pas évident à tenir sur le long terme, évidemment, cette stratégie. Autre stratégie, c'est la stratégie de la différenciation. Ben, si je suis pas le moins cher, je vais essayer de faire quelque chose de différent, de plus qualitatif, avec des fonctionnalités que mes concurrents n'ont pas, etc. Et troisième type de stratégie, c'est la stratégie de la niche. C'est-à-dire que je vais me cibler sur un petit segment de marché pour avoir une offre ultra paramétrée par rapport aux besoins et aux spécificités de ce segment, et je reste cantonné à ce segment-là. Voilà, ça c'était la matrice de Porter. Ok, intellectuellement, je le comprends, mais ça ne m'aide pas encore, moi, en tant qu'entrepreneur et chef de TPE ou de PME, bah, à construire et à mettre en place une stratégie de croissance de façon concrète et pragmatique. Ensuite, il y a eu la matrice d'Ansoff, où là, c'était déjà, on va dire, un petit peu plus pratico-pratique, où il disait, ben, en fait, on peut concevoir quatre stratégies de croissance et ça dépend un petit peu de où on se situe par rapport au marché et par rapport à notre offre de produits. Si on a un produit et qu'on a un marché existant, eh bien, on va devoir mettre en place une stratégie de croissance qui serait une stratégie de pénétration de marché. D'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher plus de clients pour vendre le même produit sur la même zone géographique. Voilà, c'est de ça dont on parle. Si maintenant je suis arrivé à mon plein potentiel de croissance avec cette stratégie de pénétration de marché, ben, je vais pouvoir, par exemple, étendre ma zone géographique, aller sur le pays voisin ou dans la région voisine, la ville voisine, etc. Donc je vais étendre ma zone de prospection et de chalandise. Et donc là, je vais développer ce qu'on appelle de nouveaux marchés. Et ça va être une stratégie de croissance basée sur le développement de nouveaux marchés. OK? Si maintenant je décide de je suis arrivé au bout de la pénétration sur mon marché de base. J'ai conquis les marchés frontaliers ou les zones géographiques que je peux atteindre tout en restant compétitif d'un point de vue prix. Et je veux continuer à croître, je vais pouvoir mettre en place une stratégie de développement de produits. Plutôt que de vendre uniquement le produit A sur mes marchés, ben, je vais développer un nouveau produit et je vais recommencer sur mon premier marché, sur mes marchés connexes, etc. Et donc là, je serai dans une stratégie de croissance qui serait une stratégie de développement de produits. Et puis, à terme, je vais arriver aussi à la saturation, à avoir les parts de marché maximales que je peux espérer obtenir. Et là, il me restera une quatrième stratégie de croissance qui sera la diversification. Eh bien, plutôt que de vendre, hein, imaginons je vendais, je sais pas, moi je veux dire des pizzas dans ma ville de Luxembourg. J'ai décidé de les vendre aussi sur tout le Grand-Duché de Luxembourg. Et puis j'étais sur les zones frontalières. Et puis j'ai ouvert, je dis je vais vendre des pizzas, mais je vais aussi vendre des kebabs. Voilà. Et puis diversification de marché, je décide, ben maintenant, je décide de vendre aussi des autos et je fais un business qui n'a plus rien à voir avec le mien. C'est une diversification de marché. D'accord? Voilà, ça, c'était les quatre stratégies de croissance de Ansoff et qui restent d'actualité. Aujourd'hui, quand on veut se développer en fonction de où on se situe, de son ancienneté, hein, de l'âge hein, et la maturité de l'entreprise et en fonction de ses taux de pénétration sur ces zones géographiques, eh bien, on va devoir adapter différentes l'une ou l'autre de ces stratégies. Mais quand j'ai fait ce choix-là, d'une stratégie de croissance selon la matrice Ansoff, je ne suis pas plus avancé d'un point de vue opérationnel. Si je sais que je dois mettre en place une stratégie de pénétration de marché ou de développement de marché ou de développement de produits, c'est bien, je le sais, mais après, concrètement, comment je fais pour aller chercher mes nouveaux clients sur mes marchés existants, sur mes nouveaux marchés ou pour vendre de nouveaux produits. Voilà. Et c'est à cette question-là que Croissance pour tous, on a essayé de répondre avec le modèle d'activation de croissance qu'on va vous présenter dans un instant. C'est vraiment dire, OK, une fois que j'ai compris intellectuellement quels sont les différents types de stratégies de croissance qui s'offrent à moi, comment est-ce que je peux, de façon très simple et pragmatique et efficace, aller chercher cette croissance? Voilà.
Alors, juste pour terminer la petite partie théorie sur les stratégies de croissance, il faut savoir que là, je vous parlais des stratégies de croissance organique. Il y a aussi moyen de croître simplement en rachetant des concurrents. Donc, c'est de la croissance externe. On appelle ça de la croissance externe. Et je peux soit racheter mes concurrents, soit mes fournisseurs, soit mes distributeurs. Et on parle de croissance horizontale, verticale, etc. Voilà, ça, c'était juste pour clore le petit chapitre un petit peu plus théorique. Maintenant, la question qui nous intéresse tous en tant qu'entrepreneurs, ben, c'est comment mettre en place une stratégie de croissance pratico-pratique pour mon entreprise. La situation de départ, elle est la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a développé, on s'est lancé avec un projet business. On a une vision claire des objectifs qu'on veut atteindre. On a la vision de où on veut arriver dans un délai de 5, 10, 15 ans. Mais on ne sait pas concrètement comment y arriver. Quelle stratégie et quelles actions concrètes mettre en place et dans quel ordre pour pouvoir passer de la situation actuelle à la situation désirée. Et quand on se tourne vers le marketing aujourd'hui, ben, on va être confronté en fait à énormément d'informations, énormément que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit sur YouTube, que ce soit des offres de services, de freelance, de prestataires, il y a énormément de choses. Et au final, je vais être confronté à 3 problèmes de base. Et je pense que tout le monde va se retrouver dans cette problématique-là, ou s'est déjà retrouvé confronté à cette problématique-là. Premièrement, j'ai un premier problème, c'est que j'ai un manque d'expertise en marketing. La plupart des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, des solopreneurs, ben, ce ne sont pas des marketeurs, ils n'ont pas fait d'études et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir fait des études en marketing pour être entrepreneur et se lancer dans le business, bien sûr. Mais n'empêche que ce manque d'expertise fait que ben, il y a un déficit en termes de maîtrise en fait de l'approche et des bonnes approches à mettre en place. Deuxième problématique, c'est un manque de budget. Bien sûr que si j'avais du budget, je pourrais solliciter engager du personnel, un commercial, un marketeur, je pourrais faire appel à des agences, un consultant, etc. J'ai pas le budget et en début, au démarrage, j'en ai quasiment, c'est pas que j'en ai peu, c'est que j'en ai souvent pas du tout. Et puis j'ai aussi un manque de temps par rapport à tout ce que je devrais faire et tout ce que j'ai listé comme action pertinente pour développer mon activité, que ce soit au niveau marketing, au niveau communication, au niveau vente. Eh bien, j'ai pas le temps. Le plus souvent, j'ai pas le temps de mettre en place et de concrétiser toutes les idées qui me viennent. D'accord? Donc, je suis obligé d'en choisir l'une ou l'autre et ça génère évidemment de la frustration. Et cette triple problématique, elle va me pousser en fait à commettre 3 erreurs qui sont les 3 erreurs que je rencontre chez la plupart des entrepreneurs que je rencontre, hein, des chefs de TPE, PME, et je les ai commises moi-même par le passé, ces erreurs-là. D'accord? La première erreur, c'est une absence pardon, de stratégie et de méthode. Ben oui, comme je n'ai pas le background et l'expertise en marketing, ben j'y vais un petit peu par intuition, par sollicitation, et je vais plutôt être réactif plutôt que proactif. Donc, si je suis sollicité par une agence, par un commercial pour acheter tel type de campagne de lead generation, ou pour participer à une foire ou un salon, ou pour m'abonner à tel type de solution, de campagne social selling, que sais-je, des choses comme ça, eh bien, voilà, je vais faire des choses qui me semblent justes. Et probablement que la plupart de ce que je vais décider de faire sera juste et pertinent, mais ce sera décousu en fait. Ce ne sera pas intégré dans une stratégie globale avec une vision claire des objectifs à atteindre et du plan d'action et de l'ordre dans lequel ils font activer les différentes actions qui feront partie du plan d'action. Voilà, donc première erreur, c'est l'absence de stratégie et de méthode. La deuxième erreur, c'est que bien souvent, quand on parle de stratégie, on pense que pour croître, il faut aller chercher de nouveaux clients. Et pour aller chercher de nouveaux clients, je dois faire de la publicité. Voilà. Alors, certes, ça marche, hein, mais avec ça, je n'active jamais qu'un seul des 4 leviers de croissance qui s'offrent à moi, qui est le levier de l'acquisition. Or, ce levier, c'est le plus cher à activer. On a vu que bien souvent, je manque de moyens. Et comme moi, je n'ai identifié que ce levier-là et que j'ai pas l'argent pour l'activer, ben, bien souvent, je vais pas faire, je vais rien faire ou je vais pas faire suffisamment d'actions en acquisition pour pouvoir rendre ce levier efficace et suffisant pour atteindre les objectifs. Et enfin, la troisième erreur, c'est que souvent, je vais mal investir dans le marketing. Mal investir, ben, ça veut dire à la fois d'un point de vue quantitatif et qualitatif. J'ai pas assez de budget, donc je vais avoir tendance à saupoudrer. Plutôt que de dire je mise tout sur un type d'action, mais je me donne les moyens de bien réussir cette action-là, mais je vais faire un petit peu de SEO, un petit peu de SEA, un petit peu de social ads, un petit peu de ceci. D'accord? Et donc ça, c'est au niveau quantité. Et au niveau qualité, ben, bien souvent, je vais faire des actions de nouveau qui ne seront pas choisies par leur pertinence et leur rôle et l'impact qu'elles vont avoir sur ma croissance, mais plutôt par rapport aux sollicitations, voire par rapport à ce que la concurrence a l'habitude de faire, etc. Et donc ça, ben, ça amène des résultats évidemment qui ne sont pas du tout à la hauteur de nos attentes et qui sont décevants et qui peuvent ben, aussi être une source de démotivation. Alors,
Moi, ce que je propose, quand on est dans cette situation-là, c'est de revenir aux fondamentaux. Et c'est quoi les fondamentaux quand on est chef d'entreprise? Eh bien, les fondamentaux, c'est de pérenniser et de valoriser son entreprise. Et pour pouvoir pérenniser et valoriser son entreprise, il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir, c'est de générer du profit. Quand on veut générer du profit, il y a deux façons d'y arriver. Soit je diminue mes dépenses, soit j'augmente mes revenus. Alors diminuer les dépenses, je peux le faire sur du court terme. Hein, on est tous passés par là quand il y a eu le premier confinement là avec la crise du Covid. Bah, effectivement, beaucoup d'entreprises ont gelé les dépenses parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer sur les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Mais sur le moyen et le long terme, c'est pas tenable. On ne sait pas générer une stratégie de croissance et générer et continuer à générer des profits simplement en diminuant les dépenses. Il faudra immanquablement générer plus de revenus. Pour générer plus de revenus, j'ai deux façons. Soit j'augmente mes prix, soit j'augmente les ventes. Alors de nouveau, augmenter les prix, il faut le faire à certains moments pour se réaligner avec l'inflation, se réaligner avec la concurrence, etc. Mais sur le moyen et le long terme, à nouveau, la seule façon de générer plus de revenus, c'est générer plus de ventes. Et pour générer plus de ventes, j'ai quatre possibilités d'y arriver. Soit je génère plus de prospects, soit je convertis un plus grand nombre de prospects en clients, donc j'améliore mes taux de conversion pour obtenir plus de clients. Soit je fidélise mieux mes clients, soit j'augmente le panier moyen et le nombre de ventes par client, donc la valeur vie client. Ce sont les quatre leviers ou les quatre façons qui s'offrent à moi pour générer plus de ventes, plus de revenus et plus de profits. Et quand j'ai identifié ça, en fait, je dois comprendre aussi une chose, c'est que la croissance, elle n'arrive pas par hasard, mais c'est le résultat d'un processus précis. Quand vous regardez toutes les grandes boîtes, que ce soit les GAFA, que ce soit les startups qui ont scalé, qui sont devenues des licornes, que ce soit toutes les boîtes, je veux dire, qui ont des croissances et des profitabilités fortes, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles activent un processus précis. Et ce processus précis, il est basé sur 4 piliers de croissance et 8 étapes du cycle de vie client. C'est ça que le Mac a repris en fait. Le Mac, il s'est inspiré, on va dire, des best practices ou des meilleures pratiques des sociétés les plus performantes au niveau mondial. D'accord? Et ces bonnes pratiques, on va le voir, elles sont applicables au niveau de petites entreprises, TPE, PME, même si on est solopreneur, indépendant, commerçant, on va le voir que ça s'applique et c'est applicable à de petites structures. Alors, quel est ce processus de croissance? Eh bien, je repars du défi du chef d'entreprise, qui était de plus de profit, pour cela plus de revenus, pour cela plus de ventes, et in fine, pour générer plus de ventes, plus de prospects, plus de clients, des clients plus fidèles et plus de ventes par client. Eh bien, ça me fait apparaître ce que moi j'appelle les 4 sources de croissance ou les 4 piliers de croissance. Plus de prospects, plus de clients, des clients plus fidèles, plus de ventes par client, ce sont les 4 piliers de croissance qui s'offrent à moi. Le premier, on va l'appeler la génération de contacts. Le deuxième, la conversion en vente. Le troisième, la fidélisation. Et le quatrième, l'optimisation. Et je sais par expérience que quand j'analyse les dépenses, les budgets marketing ou les plans marketing des entreprises que j'accompagne, la plupart des ressources, voire la totalité des ressources, sont focalisées sur la génération de contacts. Très peu d'entreprises ont réellement mis en place des actions concrètes pour améliorer leur taux de conversion. Très peu d'entreprises ont mis en place des actions complètes pour augmenter le taux de satisfaction des clients, qui va impacter le taux de fidélité, etc. On est toujours focus sur le premier pilier et on ne travaille pas suffisamment les autres piliers. Et on va voir dans un instant que c'est une erreur parce que ça coûte énormément cher à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en ne travaillant pas les 4 piliers simultanément, vous laissez passer des milliers d'euros de chiffre d'affaires et de croissance pour votre entreprise. Et je vais vous le démontrer dans un instant. Alors, une fois qu'on a compris quels étaient les 4 piliers de croissance, on va s'intéresser aux étapes du cycle de vie client. D'accord? Votre client, avant de devenir client, on va dire c'est un inconnu sur votre marché. Et cet inconnu, à un moment, vous allez l'attirer via une masterclass, un webinaire, un post LinkedIn, une publicité, une foire, un salon, peu importe. Vous allez l'attirer et vous allez réussir à capturer ses coordonnées et ça va devenir un contact. On appelle ça un lead en vente. Et puis ce contact-là, mais vous allez le qualifier. Vous allez essayer de savoir exactement qui est derrière, c'est quoi ses besoins, est-ce qu'il a du budget, dans quel délai est-ce qu'il a besoin de ma solution, etc. Et pour un moment pouvoir lui remettre une offre et le convertir en client.
Et là, c'est super, on crie hurrah, hip hip hip, il est devenu client et on arrête en fait de travailler le client. La plupart des TPE, des PME, elles vont pas plus loin que la conversion. Elles estiment qu'une fois qu'elles ont converti le prospect en client, elles ont fait le job et elles retournent en début de tunnel ou de funnel pour attirer à nouveau des prospects, les qualifier et les convertir en clients. Et elles oublient que quand un prospect devient client, il n'est jamais qu'à la moitié de son cycle de vie avec vous, avec votre entreprise. Et que non seulement il n'est qu'à la moitié de son cycle de vie, mais en termes de profitabilité et de contribution au chiffre d'affaires et à la croissance de l'entreprise, il n'est qu'au début. Une fois qu'il devient client, il n'est qu'au début de son potentiel de contribution à votre chiffre d'affaires et à votre croissance. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à le travailler pour d'abord en faire un client satisfait, parce que c'est pas évident. On pense tous que oui, nos produits sont bons, sont de qualité et que forcément le client sera satisfait, mais c'est pas aussi simple que ça. Et oui, il y a des actions concrètes à mettre en place pour augmenter le taux de satisfaction. Et pourquoi est-ce que c'est important d'augmenter le taux de satisfaction? Parce que la satisfaction, c'est aura pour conséquence la fidélité. On ne sait pas travailler la fidélité client. Quand on veut augmenter la fidélité de ses clients, il faut aller travailler la satisfaction de ses clients. Et aujourd'hui, on ne parle plus même de satisfaction, on parle d'enchantement client. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu tellement concurrentiel que nos clients sont vraiment courtisés par plein de concurrence, directe, indirecte, etc. Et qu'un client satisfait aujourd'hui, c'est plus suffisant pour le garder client dans la durée. Il faut vraiment aller au-delà de la satisfaction, il faut viser l'enchantement pour pouvoir le fidéliser et qui continue à contribuer au chiffre d'affaires et à la croissance de l'entreprise. Et une fois que c'est un client fidèle, je vais pouvoir en faire un gros client, un client qui va acheter souvent, régulièrement, pour des montants élevés, donc des paniers moyens de plus en plus importants. Et avec le temps, il va tellement être, je veux dire, attaché à notre entreprise, à nos produits, à nos services, que ça va devenir un client ambassadeur. Et un client ambassadeur, c'est quelqu'un en fait qui, par un bouche-à-oreille positif, va vous apporter à nouveau des visiteurs et des leads et des clients potentiels en début de funnel. D'accord? Et donc ça, ce sont les différentes étapes par lesquelles passe un client tout au long de sa vie ou de son cycle de vie avec vous. Et c'est important de travailler chacune des étapes et pas uniquement l'acquisition, la conversion, parce que, et on va le voir avec des chiffres à l'appui dans quelques instants, il y a vraiment énormément d'argent à aller chercher si on parvient à travailler correctement les étapes qui suivent la conversion. Alors, si maintenant je superpose les 4 piliers de croissance que j'ai identifiés avec les 8 étapes du cycle de vie client, eh bien, je vois apparaître un processus, un modèle de croissance type, d'accord, qui va se superposer en fait. Et je me rends compte que pour chaque pilier, finalement, il y a deux, et ça correspond à 2 étapes du cycle de vie. Donc, c'est très équilibré. Et que finalement, ce processus de croissance, je pourrais le décrire en 8 étapes. La première étape, c'est générer du trafic. La deuxième, c'est capturer des contacts. La troisième, c'est nourrir et qualifier les prospects. La quatrième, c'est convertir en vente ou en client. La cinquième, c'est délivrer et satisfaire. La sixième, c'est fidéliser. La sixième, c'est maximiser le potentiel client ou la valeur vie client. Et enfin, la huitième, c'est tirer profit du bouche à oreille, d'accord, de mes clients satisfaits les plus fidèles pour obtenir des avis, des témoignages, des recommandations, etc. Voilà. Et donc, in fine, quand on a compris ça, eh bien, mettre en place une stratégie de croissance, ça revient en fait à se poser 8 questions opérationnelles. Quand je dis se poser les questions, c'est surtout y apporter des réponses et des réponses très concrètes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je vais faire demain? D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place comme action précise, concrète, pour générer plus de trafic vers mon entreprise? Qu'est-ce que je vais faire demain ou qu'est-ce que je vais mettre en place pour capturer plus de coordonnées de visiteurs? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action concrète pour nourrir et qualifier les prospects? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour mieux convertir en vente, augmenter mon taux de conversion? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour augmenter le taux de satisfaction de mes clients? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour augmenter la fidélité de mes clients? Et enfin, pour activer le quatrième pilier, qu'est-ce que je vais mettre en place pour augmenter la valeur vie client? Donc travailler la récence, la fréquence des achats, le montant des achats, et puis pour obtenir plus de bouche à oreille positif et notamment des recommandations. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça de mettre en place une stratégie de croissance. Alors vous allez dire oui, c'est facile à dire, mais
Voilà, concrètement, il y a plein de réponses à apporter à chacune de ces questions. Et c'est précisément pour ça qu'on a lancé avec Olivier Croissance pour tous. Dans Croissance pour tous, et on va vous en parler un peu plus tard, que ce soit au travers du livre, de la formation, du coaching, etc., en fait, on répond à chacune de ces questions. On a identifié toutes les techniques qu'on peut appliquer et mettre en place pour activer chacune de ces étapes-là. D'accord? Je vais revenir là-dessus enfin un peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez en fait adopter le MAC? Hein, le MAC, modèle d'activation de croissance. Alors, il ne faut pas le faire pour faire plaisir à Olivier ou à moi, ou parce que c'est des belles couleurs, etc. Mais c'est parce qu'il y a réellement des avantages, des bénéfices que vous pouvez aller chercher en utilisant le Mac. Le premier avantage ou le premier bénéfice, c'est l'effet multiplicateur. Et pour moi, c'est le plus important. Si vous avez une chose à retenir du Mac, c'est ça, c'est son effet multiplicateur. C'est quoi l'effet multiplicateur? Eh bien, imaginons une entreprise qui génère 100 prospects, d'accord, par an. Par an, par mois, par trimestre, peu importe, mais admettons que ce soit par an. Elle génère 100 prospects. Elle en convertit 1 sur 4 en clients. Donc, elle a un taux de conversion de 25%. Et à chaque nouveau client, elle va vendre 2 fois sur l'année, sur les 12 mois. Pour un panier moyen à chaque fois de 5 000 euros. Eh bien, elle va réaliser une croissance incrémentale de 250 000 euros. D'accord? C'est mathématique, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Imaginons maintenant, elle décide d'aller chercher de la croissance, elle met en place des actions marketing pour aller chercher plus de prospects. Elle va faire, je ne sais pas, des foires, des salons, du Google Ads, du Social Ads, du Social Selling, peu importe. Voilà. Elle met en place des actions et ça fonctionne. Elle va chercher 20% de prospects en plus. Mais elle ne travaille pas les autres piliers de croissance. Elle va uniquement mettre toutes ses ressources sur l'acquisition de prospects et aller chercher 20% de prospects en plus, en gardant un taux de conversion d'1 sur 4, une fréquence d'achat de 2 et un panier moyen de 5 000. Du coup, elle réalise une croissance de 300 000 euros de son chiffre d'affaires, soit 20% de croissance, ce qui est déjà pas mal. Hein, dans le contexte actuel, une PME qui est en place, qui est bien établie et qui continue à générer du 20% de croissance de façon annuelle, c'est plutôt correct comme performance. Mais imaginons maintenant si l'entreprise se met à travailler les autres piliers de croissance. Si en plus d'aller chercher 20% de prospects, elle va mettre en place quelques actions pour augmenter son taux de conversion. Et au lieu d'en convertir 1 sur 4, elle va en convertir 1 sur 3. Donc, elle aura 33% de taux de conversion au lieu de 25%. Donc, elle améliore de 8% sa performance de conversion. Et elle ne travaille toujours pas le troisième et le quatrième pilier. Mais regardez l'impact que ça a sur la croissance. Rien que le fait de travailler 2 piliers au lieu d'un seul, elle va aller chercher 60% de croissance, soit 400 000 euros de chiffre d'affaires incrémental, parce qu'il y a l'effet multiplicateur qui joue entre le premier et le deuxième pilier. Voilà. Et c'est ça la force du modèle qu'on vous présente ici, le Mac. Toute l'utilité du Mac réside dans son effet multiplicateur. Et imaginons maintenant, si on pousse la logique jusqu'au bout, et qu'en plus de travailler la conversion, on va aussi travailler la fréquence d'achat, et on va aussi travailler le panier moyen. Si j'augmente ma fréquence d'achat de 2 à 2,2, donc ça veut dire que je parviens via une newsletter, via des actions promotionnelles, etc. Je vais faire en sorte qu'un client sur 5 va acheter 3 fois au lieu de 2. Ça fait passer ma moyenne à 2,2. Le panier moyen, lui, ne bouge toujours pas, mais j'ai une croissance de 76%. D'accord? 440 000. Et si en plus de ça, je mets en place des actions pour augmenter le panier moyen via des actions d'upselling, de cross-selling, etc., promotion des ventes, et j'arrive à l'augmenter de 10% et à le faire passer de 5 000 à 5 500, on voit que l'impact cumulé de mes 4 piliers de croissance, au total, c'est 93,6% de croissance au lieu des 20% que je n'aurais obtenu si je n'avais travaillé que le premier pilier. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute croissance pour tous et de toutes nos masterclass, c'est ça en fait. Vous devez adapter ou adopter ce pilier, ce modèle de croissance parce que vous allez pouvoir tirer profit de cela. Et dans une conjoncture économique telle que celle qu'on connaît actuellement, où la croissance, elle est quand même sous pression dans tous les secteurs. Je ne sais pas comment c'est en France, mais au Luxembourg, je connais pas beaucoup de secteurs. Je veux dire qui fanfaronne et qui connaît une croissance forte. Voilà, c'est quand même de plus en plus compliqué et il faut vraiment bien penser ses stratégies, bien réfléchir où on met ses budgets, etc. Donc, raison de plus pour aller activer tous les piliers et ne pas se priver de la croissance que les autres piliers peuvent apporter, quoi. Et si en plus on est dans une situation où on n'a pas spécialement beaucoup de budget à investir au niveau marketing, c'est une raison de plus pour mettre plus de moyens et d'énergie sur l'activation des 3 autres piliers, quoi. Ok? Donc voilà, ça c'était la première raison pour laquelle vous devriez en fait adopter le modèle d'activation de croissance qu'on vous présente. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est
faire une évaluation comme ça à la grosse louche de votre potentiel de croissance. Prenez par exemple l'année 2024 comme année de référence et essayez d'estimer combien de prospects vous avez pu attirer à vous. Alors si vous avez un CRM, ce sera assez facile à faire, hein, l'exercice sera assez facile. Si vous n'avez pas de CRM, ça va être un peu plus compliqué. Mais essayez de le faire, de l'estimer. Et voilà, essayez de voir voilà, combien de prospects vous avez eu en 2024, combien vous en avez convertis en clients, voilà, combien de temps, combien de fois ils ont acheté chez vous et quelle était la valeur de chaque achat, donc du panier moyen. Et avec ça, ça va vous donner un chiffre qui sera votre croissance de l'année 2024. Et après, vous allez faire des simulations. Et vous allez faire une simulation pilier par pilier. Et vous allez de suite vous rendre compte quel pilier peut avoir une forte contribution à votre croissance. Et ce n'est que lorsqu'on fait l'exercice qu'on se rend compte que, ah ben oui, je m'étais jamais rendu compte que simplement en jouant sur l'augmentation de 15%, de 12% du panier moyen, ça va me générer X milliers d'euros de croissance et parfois ça peut être suffisant pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. Ou ça va être la fidélité, ou ça va être la conversion. Voilà. Et donc, à moins d'être une entreprise qui démarre, hein, qui vient de démarrer, où là on n'a pas le choix, il faut aller chercher ses premiers clients, donc le premier pilier va être stratégiquement incontournable. Mais une fois qu'on a une structure, une entreprise qui est en place déjà depuis un certain nombre d'années, eh bien, bien souvent, on a des potentiels de croissance qui peuvent être même parfois plus forts sur les autres piliers que sur l'acquisition. Voilà. Alors, je vais juste prendre deux exemples hein, pour vous bien faire comprendre l'importance de ces piliers-là. Et c'est des exemples concrets d'entrepreneurs que j'ai accompagnés. Le premier, c'était un courtier en assurance. Voilà. Et ce courtier en assurance, voilà, il vient me trouver pour mettre en place une stratégie de croissance. Et puis dans la discussion, donc je questionne et il m'explique qu'en fait, il a un fichier de clients et d'anciens clients de 3000 personnes à peu près. Et que parmi ces 3000 personnes, il y en a à peu près 100 donc un peu plus d'un tiers, un gros tiers qui ne sont plus clients, donc qui n'ont pas acheté de police au cours des 12 derniers mois. Et sur les 1900 qui restent, il y en a à peu près 40% sur les 1900 qui ont une seule police d'assurance, alors qu'on sait que la moyenne de police par ménage, je crois, c'est 3,6 ou 3,7, je ne me rappelle plus trop du chiffre. Vous voyez. Voilà. Et donc, lui, il me disait qu'il était prêt voilà, à investir pour aller chercher plus de prospects. Mais quand moi, je vois ça, j'ai entendu ces chiffres-là, je lui dis, mais non, on ne va pas mettre en place des actions coûteuses pour aller chercher plus de prospects. On va d'abord travailler à la fois le panier moyen, donc les 1900 clients qui n'ont, hein, dont 40% n'ont qu'une seule police, eh bien, on va les appeler, ces clients-là. On va les appeler, on va leur demander quelles autres polices d'assurance ils ont voilà, chez qui. Est-ce qu'ils seraient intéressés de recevoir une offre de chez nous avec un petit tarif avantageux s'ils la souscrivent, etc. Voilà. Et rien qu'en travaillant ça, on a ramené de la croissance dans l'entreprise sans faire une seule dépense au niveau marketing. Et deuxième chose qu'on a faite, c'est tous les anciens clients, de nouveau, téléphone, ils ont été rappelés pour savoir pourquoi ils avaient quitté. Voilà. Et certains, ont pu sont revenus, pas tous évidemment, mais voilà, rien qu'en travaillant ces deux leviers-là, sans dépenser un seul euro en action marketing, on était capable de régénérer de la croissance pendant 2 à 3 ans pour ce courtier en assurance. Autre exemple, donc uniquement en travaillant la fréquence d'achat et le panier moyen. Et puis, autre exemple, c'était une entreprise de toiture, donc une TPE, et l'entrepreneur, donc il vient me trouver, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? Je veux, voilà, faire développer mon entreprise et remettre une croissance un peu plus forte. Et puis je dis oui, peut-être. On commence à discuter et à un moment il me dit, moi je veux bien investir dans le marketing, mais il faut que vous me garantissiez que vous allez aller me chercher des bons prospects. Et je dis mais c'est quoi des bons prospects? Mais il me dit c'est des prospects que je peux convertir. Je dis pourquoi un peu? Mais il dit parce qu'aujourd'hui il y en a 1 sur 7 que je convertis seulement. Il y en a 6 sur 7 que je convertis pas. Et en soi ça m'ennuie parce que comme la journée je suis moi sur les toits avec mes ouvriers et mes apprentis, eh ben c'est en soirée, c'est le week-end que je peux seulement aller remettre les offres et donc moi ça me bouffe tout mon temps libre en fait. D'accord? Donc, eh bien, de nouveau, ce qu'on a fait avec cette entreprise-là, on n'a pas mis en place des actions pour aller chercher plus de prospects. On a uniquement travaillé le deuxième pilier qui était la conversion. On a vu la façon de présenter l'offre avec la triple offre, avec une garantie. On a revu les délais de remise d'offres, les délais de suivi avec du marketing automation pour relancer les remises d'offres, etc. Donc des actions très simples et pour la plupart pas coûteuses du tout. Et on a réussi en fait à ramener de la croissance uniquement en travaillant le deuxième pilier. Voilà, eh bien c'est cet exercice-là que vous devez faire dans votre entreprise. Vous posez la question, mais ok, je comprends que si je vais chercher plus de prospects, je vais avoir plus de clients, plus de ventes et je vais augmenter, mais
comment est-ce que je pourrais aussi aller chercher de la croissance en augmentant la conversion ou en augmentant les fréquences d'achat ou en augmentant le panier moyen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, Olivier? Non, le propos est limpide, mon cher Laurent. Voilà. Pour les habitués, je pense que c'est pas non plus la première fois que je le présente, hein, parce que ce que je vous présente là, c'est la base du programme Croissance pour tous, qui est quand même maintenant dans sa 4e année. Donc voilà. Et donc c'est aussi fort de ça qu'on peut vous dire que ce modèle-là, il a été mis en place déjà par pas mal d'entreprises, d'entrepreneurs, et ça fonctionne. Alors, deuxième argument ou deuxième raison de l'adopter, c'est que c'est un modèle qui est vertueux au niveau des dépenses marketing. C'est-à-dire que le premier pilier, il demande énormément d'argent pour être activé, parce que vous allez devoir faire de la publicité, participer à des foires, à des salons, etc. C'est toutes des actions marketing qui demandent du budget et pour lesquelles, bien souvent, vous avez besoin de faire appel aussi à des prestataires externes, à des agences web, à des freelance, à des consultants marketing, etc. Le deuxième pilier, la conversion en vente, bien souvent, c'est juste des bonnes pratiques à mettre en place. Et donc, ça va vous demander moins de budget pour activer les bonnes pratiques de la conversion. La fidélisation, pardon, la fidélisation, c'est la même chose. C'est essentiellement des bonnes pratiques et ça ne demande pas forcément de budget ou en tout cas pas de gros budget pour pouvoir être activé. Et l'optimisation, pareil. Donc, ça veut dire que plus vous allez activer de piliers de croissance, moins ça va vous demander de budget marketing pour le faire. Mais par contre, plus ça va avoir un impact, on vient de le voir juste avant, plus ça va avoir un impact sur votre contribution, enfin la contribution à votre chiffre d'affaires. Troisième raison d'adopter le modèle, c'est que c'est un modèle universel. Ça fonctionne pour toutes les entreprises. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, que vous soyez en B2B, en B2C, que soyez dans une stratégie de e-commerce pour vendre en ligne, de lead generation pour attirer des prospects, de web to store pour faire venir dans votre restaurant, votre institut de beauté, votre salon de coiffure, que sais-je, ça fonctionne en fait. Et enfin, le quatrième argument ou le quatrième avantage à utiliser ce modèle, c'est que c'est une méthode infaillible. C'est-à-dire que si vous appliquez la méthode et que vous activez simultanément les 4 piliers de croissance, c'est impossible, parce que mathématiquement impossible, de ne pas générer de croissance. Voilà, la seule façon de ne pas générer de croissance, c'est d'avoir un zéro quelque part, soit dans l'acquisition, la conversion, la fidélisation, l'optimisation. Et même si c'était le cas, je veux dire, très vite, on s'en rend compte et on met en place les actions correctrices pour solutionner cette sous-performance, quoi. OK? Donc voilà les raisons pour lesquelles vous devriez adopter ce fameux modèle d'activation de croissance. Alors, si sur base de la présentation que je viens de vous faire, vous dites, OK, ça a du sens, ça me parle, euh, je souhaite maintenant utiliser ce modèle d'activation de croissance, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser de différentes façons, en fait. Le Mac, vous allez pouvoir l'utiliser d'abord en forme roue de croissance. Et j'aime bien le présenter comme ça parce que ça montre que c'est cyclique, en fait. C'est jamais fini, en fait. C'est-à-dire que je vais générer du trafic pour capturer des contacts, qualifier mes prospects, les convertir, les satisfaire pour les fidéliser, essayer de augmenter le panier moyen, la valeur vie de chacun, obtenir des recommandations. Et puis les recommandations m'amènent à nouveau du trafic, des prospects, etc. Et donc c'est un cercle virtueux. Il faut vraiment le voir comme ça. Et dans cette roue, je vais aussi pouvoir faire rentrer en fait toutes les techniques marketing. Et ça, c'est ce que vous explique dans le livre, dans la formation. Et je vais y venir plus tard après. Ensuite, le Mac, vous allez aussi pouvoir l'utiliser en mode Canva. Et la plupart des entrepreneurs, enfin pas la plupart, tous les entrepreneurs qui ont rejoint Croissance pour tous, en fait, ils l'utilisent essentiellement en mode Canva. D'accord? Donc, ils le téléchargent en fichier Excel. Ils ont le modèle dans Miro, où ils ont les deux. Et c'est là-dedans qu'ils vont travailler et créer vraiment leur stratégie de croissance. Ils vont commencer à dire, voilà ce que je vais faire comme action concrète pour attirer, pour capturer, qualifier, etc. Donc ça, c'est le deuxième mode, deuxième usage, c'est le Canva. Et donc là, il y a toutes les tactiques et les techniques marketing qui ont été identifiées pour chacune des étapes. Il y a tous les différents types de contenus qui ont été identifiés pour chacune des étapes. Il y a tous les KPIs, principaux, secondaires pour chacune des étapes. Il y a tous les outils qui sont pertinents pour activer chacune des étapes. Donc, on voit que ce modèle qui peut paraître simple à la base, en fait, il est ultra abouti dans le sens où on sait faire rentrer tout le marketing digital et non digital dans ce modèle d'activation de croissance. Et ça aussi, c'est la force du modèle. Et enfin, il y a le Mac, il existe aussi en mode entonnoir. Et ça, on va surtout l'utiliser pour mesurer la performance. C'est-à-dire que voilà, on va pouvoir, en l'utilisant en mode entonnoir, très vite voir où est-ce qu'il y a des nœuds, des goulots d'étranglement dans ma stratégie. Est-ce que c'est au niveau de l'acquisition? Est-ce que c'est au niveau de la conversion? Est-ce que c'est au niveau de la fidélisation? Et puis,
éventuellement, donc ça c'est par rapport aux piliers et puis aussi par rapport aux étapes. Euh, Peut-être que je génère beaucoup de trafic, mais je capture aucun contact, d'accord? Voilà. Et le fait de l'utiliser en mode entonnoir et de mettre des chiffres à côté de chacune des étapes du modèle, eh bien très vite, ça permet de voir où est-ce que votre stratégie est faible en fait. Voilà. Où est le problème aujourd'hui dans votre stratégie de croissance et où est-ce qu'il faut mettre la priorité au niveau des actions pour améliorer la croissance. OK? Alors, si maintenant on a compris le modèle d'activation de croissance et qu'on veut se l'approprier, il faut encore comprendre qu'il y a 7 principes clés qui garantissent le succès de mise en œuvre du Mac. Le premier principe, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme, mais des objectifs à court terme. D'accord? Donc, hein, je vous ai dit, bien souvent, les entrepreneurs, ils connaissent la situation de blocage dans laquelle ils sont. Ils ont la vision de là où ils voudraient arriver, là où ils rêveraient d'être avec leur entreprise dans X temps. Mais ils ne sont pas capables, bien souvent, de pouvoir splitter ou cascader cet objectif à atteindre en sous-objectifs annuels et puis pour les 12 mois à venir en objectifs mensuels. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'impératif. Donc, il faut pouvoir euh, oui, définir l'objectif de croissance en objectif annuel, par exemple sur 3 ans, 5 ans, et puis l'objectif annuel en objectif mensuel et splitter cet objectif. Par exemple, si on a un objectif de chiffre d'affaires, ok, mais ça représente combien de ventes, combien de clients, quelle fréquence d'achat, etc., qu'on puisse en fait avoir une idée précise de qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit au niveau vente, au niveau commercial dans l'entreprise pour atteindre l'objectif de croissance voulu. Le deuxième principe à respecter, c'est qu'il faut implémenter le processus de croissance dans son intégralité. Parce que la plupart des entrepreneurs que je rencontre, ils comprennent très vite le Mac. Hein. C'est la force du Mac, c'est qu'il est facile à appréhender, à comprendre. Mais après, pour des raisons souvent budgétaires, eh ben, on va le déconstruire. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre un petit peu de budget pour faire une campagne d'acquisition. Et puis, c'est peut-être X mois plus tard qu'on va mettre un petit peu de budget pour une petite campagne ou action de fidélisation, etc. Et donc, on retombe dans les anciens travers qui sont de travailler de façon un petit peu plutôt opportuniste et on n'active pas les 4 leviers simultanément. Or, l'effet multiplicateur, il ne fonctionne que si les 4 leviers sont travaillés simultanément. Simultanément, le mot simultanément, il a toute son importance. C'est pas l'un après l'autre, c'est en même temps. Parce que si c'est l'un après l'autre, ça va pas générer l'effet multiplicateur. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, troisième principe clé du succès, c'est l'importance de la préparation. Donc, on n'improvise pas. N'importe quelle action marketing que vous allez vouloir mettre en place pour activer l'une des étapes du modèle d'activation de croissance, eh bien, ça demande de la préparation si vous voulez obtenir des résultats significatifs. Ensuite, quatrième principe clé, c'est qu'il faut utiliser plusieurs tactiques pour chacun des 4 leviers de croissance. Dire, moi j'ai une stratégie d'acquisition, je fais du Google Ads, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut déjà que votre Google Ads soit performant, hein, pour qu'il soit rentable, un ROI positif, etc. Ce qui est pas évident et on n'obtient pas ça forcément du premier coup. Mais surtout, c'est que si demain vous avez plus les budgets, ça veut dire que vous avez plus de stratégie d'acquisition. Donc vous devez avoir pour chacun des piliers et chacune des étapes plusieurs tactiques en place. C'est un petit peu comme aller à la pêche. Vous allez à la pêche, vous avez envie de pêcher le plus de poissons possible, ben vous avez 2 stratégies. Soit vous y allez avec une canne à pêche, soit vous y allez avec 3, 4, 5 ou 10 cannes à pêche. Forcément, vous n'allez pas sortir le même nombre de poissons avec une canne à pêche qu'avec 10 cannes à pêche. D'accord? Et donc, la vitesse à laquelle vous allez obtenir de la croissance et l'importance de cette croissance-là, elle va dépendre du nombre de cannes à pêche. Ici, les cannes à pêche, c'est le nombre de techniques que vous activez pour chacun des piliers. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, l'importance de la segmentation. Aujourd'hui, on est dans un marché mondialisé, hyper concurrentiel, et toutes les stratégies marketing qui marchent, ce sont des stratégies de niche, en fait. Croire que on peut encore vendre son produit, son service à tout le monde, parce que tout le monde en aurait un intérêt ou pourrait en retirer un bénéfice, un avantage, c'est dépasser cette approche-là. Même si c'est vrai en théorie, il faut pouvoir se focaliser sur un segment de marché pour démarrer et construire et valoriser toute son offre par rapport à ce segment-là, pour avoir vraiment un discours qui va
résonner dans la tête de ce segment-là. Ça ne veut pas dire que plus tard, je ne pourrais pas travailler les autres segments, mais ça veut dire qu'avoir une approche et un discours commercial et marketing généraliste, c'est souvent la meilleure façon de ne pas arriver à atteindre le succès. Sixième principe, c'est prendre en compte la valeur vie client. Alors ça, c'est important de comprendre que il ne faut pas calculer l'argent que vous êtes prêt à investir pour acquérir un client uniquement sur la première vente que vous allez réaliser avec votre client. Parce que si vous faites comme ça, ben, vous allez avoir tendance à ne pas vous donner suffisamment de moyens financiers, je parle, pour aller chercher ce client-là. Alors que si vous comprenez qu'un nouveau client, ok, vous allez peut-être lui vendre pour 100 euros la première fois, mais qu'après vous savez qu'il achète 12 fois par an et que vous allez le fidéliser pendant 3 ans, vous ne devez plus regarder quelle est votre marge sur la première vente de 100 euros, vous devez regarder quelle est votre marge sur la première vente de 100 euros fois 36. Et donc forcément, vous allez voir que la contribution au chiffre d'affaires et à la croissance est beaucoup plus importante. Et donc, vous allez être prêt à mettre plus. Et bien souvent, à mettre plus que la concurrence. Et aujourd'hui, le coût d'acquisition contact client, c'est un élément clé pour croître sur un marché. D'accord? Et enfin, septième principe, c'est se donner les moyens de ses ambitions. Je ne connais aucune stratégie marketing qui peut être déployée sans un minimum de budget. Voilà. Alors, minimum de budget, c'est très relatif. C'est relatif au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise, aux ambitions de croissance, à la zone de chalandise, à plein de facteurs. Mais en tout cas, il faut avoir un budget. Voilà. Sans budget et sans budget proportionné à ses ambitions, c'est quand même très compliqué. Même si on a une bonne méthode, une bonne approche, ça reste compliqué d'atteindre des résultats. Voilà ce que je voulais et ce qu'on voulait vous partager par rapport à ce modèle d'activation de croissance et on voulait vous expliquer comment ce modèle en fait peut vous aider et peut vous être utile pour aller chercher de la croissance dans votre entreprise. J'ai une question, Oui, Laurent, où on te demande combien de temps ça prend pour voilà, pour une petite entreprise de mettre tout ça en place. C'est une bonne question. c'est excellente question. Alors ça va dépendre du nombre de cannes à pêche que l'on veut mettre en place. Si je reprends cette expression-là, c'est sûr que construire tout le modèle, euh, ça prend un certain temps. Alors, dans Croissance pour tous, on a une approche très pratique, c'est-à-dire qu'on prend 12 semaines, 90 jours, 12 semaines pour avoir mis en place la base du modèle. C'est la base du modèle, c'est-à-dire avoir activé les 4 piliers de croissance, avoir au minimum une action dans chaque pilier de croissance et avoir identifié toutes les autres qui doivent être mises en place. Donc, c'est minimum 90 jours pour activer les 4 piliers. Et après, en fonction de ce qui est déjà mis en place dans l'entreprise, en fonction des ressources de l'entreprise, est-ce qu'il y a des personnes en interne qui peuvent prendre en charge certaines choses ou pas? Enfin, il y a énormément de facteurs qui vont déterminer le délai que ça peut prendre. Eh ben, on peut faire plus. Et donc voilà. En tout cas, le but, c'est qu'en 90 jours, le squelette de la stratégie de croissance basée sur le max soit en place. Et après, on continue à renforcer chacun des piliers en ajoutant des techniques supplémentaires pour accélérer en fait. J'ai une autre question. Tu en as parlé dans ta présentation, mais bon, du coup, je me permets de la faire passer. C'est voilà, si on devait choisir par ordre de priorité, par quoi il faut commencer? Alors, la première chose à faire, c'est de faire l'audit de ses potentiels de croissance. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va permettre de répondre à la vraie question que tu poses. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Quand on démarre dans Croissance pour tous, avant de rentrer dans le premier pilier, l'activation de croissance, on réalise deux choses. La première chose qu'on fait, c'est un diagnostic marketing-vente. Donc, c'est un questionnaire de 122 questions, d'accord, pour savoir exactement qu'est-ce qui est déjà en place, qu'est-ce qui n'est pas en place par rapport à toutes les bonnes pratiques qui permettraient d'activer ce modèle d'activation de croissance. Une fois qu'on a la réponse à ces 122 questions, on a une vue extrêmement précise de qu'est-ce qui fonctionne déjà, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'est pas mis en place, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et après, on passe à la deuxième étape qui est l'audit des potentiels de croissance. C'est-à-dire, c'est se poser la question, mais aujourd'hui, moi, dans la situation dans laquelle je suis, avec la base de clients que j'ai, de prospects que j'ai, d'anciens clients, etc., qu'est-ce que je peux espérer aller chercher en termes de nouveaux clients, d'acquisition? Qu'est-ce que je peux améliorer, espérer aller chercher
en termes de conversion. Donc, quelle croissance je peux aller chercher en travaillant la conversion, quelle croissance je peux aller chercher en travaillant l'optimisation, la fidélisation, pardon, et quelle croissance je peux aller chercher en travaillant l'optimisation. Et une fois que j'ai la réponse à ça, si la réponse est, ben, par exemple, dans le cas de l'ardoisier dont je vous parlais, c'était la conversion qui était le principal levier, ben, ça veut dire que par rapport à la panoplie des actions marketing qui s'offrent à nous, on s'est focalisé sur toutes les actions qui avaient un impact sur le deuxième levier qui était la conversion. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas d'intérêt, mais par rapport à l'impact sur la croissance, donc l'effet, le levier de croissance le plus rapide, c'est au niveau de la conversion, on s'est focalisé là-dessus. Par rapport au courtier dont je vous parlais, on s'est focalisé sur le quatrième pilier qui était l'optimisation. Vous voyez? Donc c'est par ça qu'on commence en fait. Avant de savoir quelle action et quel levier je vais activer, je réalise un diagnostic marketing-vente et je fais une simulation de mes potentiels de croissance. Et une fois que j'ai fait ça, je sais exactement où est-ce que je dois mettre mon énergie en premier. Et une fois que j'ai identifié le pilier, je sais exactement quelles sont les techniques qui sont pertinentes. Voilà. Si je sais que je dois travailler la conversion, je ne vais pas mettre des ressources, de l'énergie et des moyens pour aller faire du social ads ou du Google ads ou pour faire une foire ou un salon. Je vais activer toutes les techniques qui, je veux dire, appartiennent à ce deuxième pilier de croissance. Du coup, tu parles de publicité parce qu'il y a encore une question sur la publicité qui n'est pas forcément un prérequis. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, donc du coup, je me permets de répondre pour toi, mais il y a des métiers où effectivement la publicité en ligne est un prérequis, notamment en B2C, mais en B2B, c'est pas un prérequis que de passer par le levier publicitaire suivant les métiers et les activités pour notamment toute la première partie qui est la génération de contacts. Il existe aujourd'hui des outils, des techniques qui permettent de générer des contacts sans pour autant passer par le levier publicitaire, en tout cas en B2B. Mais en B2B et en B2C également. En fait, la publicité, c'est jamais qu'une technique. Au niveau du premier pilier, donc l'acquisition, dans le programme Croissance pour tous et dans le livre que je vais vous présenter juste après, il y a, je pense, ces 37 techniques qui sont identifiées pour activer l'acquisition. La publicité n'est qu'une de ces 37 techniques. Donc après, c'est à vous à voir en fonction de votre marché, donc de la réalité de votre marché, des ressources financières que vous avez et parfois aussi de votre tempérament. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent faire de la publicité plutôt que de faire du networking, donc c'est l'inverse. Voilà, donc il y a plein de choses différentes qui peuvent être activées et donc la publicité n'est absolument pas quelque chose d'obligatoire en B2B, mais également en B2C. Maintenant, c'est vrai que dans certains secteurs, c'est quand même plus facile de pouvoir toucher sa cible, surtout quand on ne l'a pas. Voilà, il y a des approches. Si on ne veut pas faire de l'inbound marketing, l'autre alternative, c'est de l'acquisition payante et la publicité est quand même un accélérateur, en tout cas, d'acquisition de trafic. Voilà. Voilà. Mais tout à fait d'accord, on peut faire ça. Et dans le modèle que j'ai présenté, il n'est pas que digital, hein. Moi, j'ai des clients qui fonctionnent encore avec essentiellement des stratégies non digitales, le réseautage, des foires et des salons. J'ai encore des clients qui sont des coachs, des thérapeutes qui fonctionnent encore avec des flyers ou des cartes de visite déposées dans des salles d'attente et ça donne des résultats. Alors, je dis pas que c'est suffisant pour atteindre leurs objectifs, mais ça donne encore, voilà, ça reste pertinent. De nouveau, la seule vérité, c'est vous devez tester ce qui vous semble le plus pertinent et mesurer le retour que ça génère. Et si ça génère du retour, vous le gardez, vous amplifiez cette technique-là, vous l'améliorez. Et si ça ne donne pas de retour, vous abandonnez, vous en essayez une autre. C'est la seule vérité en marketing, quoi. Et puis C'est du si learn and test, enfin test and learn en permanence, quoi. le test and learn en permanence, et si vous posez effectivement des questions, on peut vous aider, notamment sur le levier publicitaire, à évaluer la pertinence de mettre en Tout place à de la fait. publicité pour votre activité. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils dont on dispose, on a une vue assez précise en amont des différents canaux qui sont adéquats et pour lesquels on peut avoir des actions. Et on a même maintenant des outils de prévision de génération de leads, notamment sur les canaux publicitaires. Voilà. Donc, ça dépend des métiers, des activités. On sait en amont le dire. Le temps tourne, mon cher Laurent, Oui, moins eh 5. bien, Tu je avais encore des continue. choses à Je vais aller partager maintenant avec nous. justement dans le concret, l'actionnable. Si maintenant, après avoir vu la présentation et pris connaissance de ce modèle d'activation de croissance du MAC, vous estimez que c'est quelque chose qui a du sens, qui est pertinent par rapport à votre activité, comment est-ce que vous pouvez faire finalement pour l'implémenter?
Eh bien, pour l'implémenter, ben, on vous invite évidemment à rejoindre Croissance pour tous, puisque la raison d'être de Croissance pour tous, c'est de rendre ce modèle-là accessible et actionnable par le plus grand nombre d'entrepreneurs. Et donc, notre objectif, ben, c'est de vous aider à aller chercher de la croissance pour cette année 2025. Et on a vraiment revu la façon de fonctionner. Jusqu'à présent, en fait, il y avait une seule façon de s'accaparer le modèle d'activation de croissance, c'était de rejoindre le programme qui était un programme tout en un avec une formation, du coaching, des masterclass, des ateliers d'implémentation, des ressources, une boîte à outils, un club entrepreneur. Et il y avait qu'une façon voilà, c'était un tout inclus, all inclusif. Maintenant, on vous a écouté et on a essayé de revoir un petit peu l'offre pour être un peu plus souple et plus flexible et pouvoir mieux répondre à vos besoins. Et donc, si vous voulez maintenant aller plus loin dans l'implémentation de ce modèle pour votre entreprise, il y a 4 façons de le faire. Première façon, c'est d'aller plus loin dans la compréhension du modèle et surtout de voir quelles sont les techniques en fait qui s'offrent à vous pour implémenter chacun des piliers, chacune des étapes. Et là, il y a le livre en fait qui est sorti. Enfin, il est là, il est en vente et qui va en fait vous permettre d'aller plus en profondeur dans la compréhension du modèle d'activation de croissance. Et ça, c'est pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. Voilà. Ils disent, OK, moi j'ai le Mac, j'ai juste besoin d'avoir une vue un peu plus précise sur les techniques qui s'appliquent à chacune des piliers, à chacun des piliers, mais je veux le faire moi-même. Ensuite, pour ceux qui veulent être formés, il y a la formation en ligne. Pour ceux qui veulent être accompagnés, il y a le coaching. Et puis pour ceux qui veulent faire, donc ils ne veulent rien faire eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne pensent pas avoir l'expertise, etc., eh bien, il y a l'agence qui est là. Et donc, Olivier et moi, on est là en tant que formateur, que coach pour vous accompagner au niveau de la formation et du coaching. Et on a nos agences via le réseau WSI qui peuvent aussi vous accompagner dans l'implémentation de ce modèle d'activation de croissance. Alors, le livre, c'est un livre de 260 pages en couleur avec une roadmap, avec 12 checklists d'implémentation pour chacune des étapes. Il y a plus de 80 techniques marketing qui sont présentées pour chacun des piliers. Il y a plus de 100 conseils et astuces qui sont donnés pour justement comment l'implémenter correctement dans votre entreprise. Voilà. Et tout ça est accessible sur le site Croissance pour tous. La formation, si vous achetez la formation, donc ça se passe aussi via le site internet, je vais vous partager l'URL juste après, eh bien, vous avez le livre qui est offert et en plus vous recevez donc l'accès à l'espace formation, donc est un espace sécurisé dans l'Earnybox, où là vous avez 12 heures de vidéos accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et il y a un module, chaque module dure à peu près 1 heure. Et il y a un module pour chacune des étapes de la roadmap du modèle d'activation de croissance. Il y a en plus des checklists pratiques qui vous sont partagées pour voilà vraiment voilà ce que vous devez faire étape par étape. Et donc il suffit de suivre la liste et de cocher quand c'est fait. Et vous avez vraiment quelque chose de très guidant en fait dans la mise en pratique. Et puis aussi vous avez accès à toute une série de ressources téléchargeables et de supports pour vous permettre et vous faciliter en fait l'implémentation du Mac. Pour ceux maintenant qui veulent plus que de la formation, mais veulent aussi du coaching. Et donc, ils souhaitent être accompagnés par Olivier et moi avec des sessions de coaching individuelles pour qu'on puisse travailler ensemble sur votre propre problématique d'entreprise. Eh bien, il y a le coaching. Le coaching, il comprend à la fois le livre, la formation, mais en plus, il comprend 12 sessions de coaching individuelles one-to-one. Apprendre à votre rythme, d'accord? Ça peut être une fois par semaine sur les 12 premières semaines du starter programme, ou ça peut être tout au long des 12 mois de votre abonnement dans le programme. Il y a aussi 12 ateliers d'implémentation. Donc là, c'est du coaching collectif où chaque atelier est consacré à une des étapes. Une fois, on va parler de l'attraction de trafic. L'autre fois, la capture de lead. L'autre fois, on va parler de le nurturing et la qualification des prospects, la conversion, etc. Et on
Voilà, on va vraiment en détail sur chacun de ces aspects-là et vous pouvez poser vos questions en live. Et le but de ces ateliers d'implémentation collective, ben, c'est justement c'est de bénéficier de l'intelligence collective. C'est-à-dire que des questions posées par d'autres entrepreneurs, ben, vous vous êtes peut-être pas posé les mêmes questions, mais les réponses, en tout cas, vont vous être bénéfiques en fait. Parce que vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, etc. Donc il y a beaucoup de valeur ajoutée aussi à participer à ces coachings collectifs. Il y a aussi le replay des masterclass et puis il y a le club entrepreneur avec tous les entrepreneurs du programme Croissance pour tous. Et enfin, bah, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent implémenter le Mac, mais qui veulent le faire faire par quelqu'un d'autre, eh bien, évidemment, on est là, Olivier et moi, avec nos agences respectives. Et là, on offre un service d'agence complet, que ce soit de l'accompagnement au niveau de la stratégie, et puis vraiment la partie opérationnelle, avec tout ce qui est site web, que ce soit des sites vitrines, des e-shops, éventuellement des applications mobiles, tout ce qui est acquisition de trafic, SEO, SEA, social ads, campagne social selling, lead generation, etc. Tout ce qui est le contenu, blog, social, vidéo, l'emailing, newsletter, email promotionnel, marketing automation, etc. Et puis tout ce qui est le tracking et monitoring de la performance via GA4, Google Tag Manager, etc. quoi. OK. Voilà un petit peu. Et donc tout ça, en fonction de la prochaine étape qui vous semble, vous, la plus pertinente pour vous, sachez que tout ça maintenant se passe sur le site Croissance pour tous, qui est enfin live. Et donc, l'URL, vous la retrouvez ici. Oh, pardon, je ne peut-être plus la... Voilà, c'est croissancepourtous.com. Donc, www.croissancepourtous.com. Et donc, vous allez sur le site et là, vous allez pouvoir accéder soit au livre, soit à la formation, soit au coaching, soit au service agence. Il y a les différents formulaires de contact. Et il y a aussi déjà toute une série de ressources gratuites qui sont partagées sur le site. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site et le modèle que je vous ai partagé, le Mac avec les vertus, l'effet multiplicateur, tout ça, il y a dans la partie ressources sur le site, il y a un PDF, un e-book qui présente le modèle d'activation de croissance, qui présente le Mac, et vous allez retrouver tout ce que je vous ai raconté là maintenant pendant ce webinaire, cette masterclass, vous allez le retrouver en e-book et gratuitement téléchargeable. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Alors, est-ce il y a encore des questions, Olivier? Ton micro est coupé, mais On est voilà. bon, on est bon. On est bon. Il y a pas d'autres questions. Euh, je te propose alors, avant de conclure, c'est peut-être d'annoncer la prochaine masterclass donc, que tu animeras dans 2 semaines. On sera le 18, oui, le 18 mars. Tu peux peut-être la Oui, présenter, alors, Olivier? effectivement, dans 15 jours, on va remettre un coup de jeunesse sur ces masterclass en recevant Jonathan. On a énormément de demandes, on a beaucoup, beaucoup de marques qui nous sollicitent pour les réseaux sociaux, clairement. Et je me souviens, il y a quelques années, Laurent, on était à une convention WSI, je crois que ça devait être en 2016, et on a une espèce d'un gourou de la tech aux États-Unis là, qui était venu nous faire une conférence sur les réseaux sociaux en nous disant, vous verrez, dans 5 ans, 100% des contenus seront vidéo. C'était en 2016. Ben, ça n'a pas mis 5 ans, ça a mis 3 ans, parce qu'avec TikTok 2018-2019, et aujourd'hui, ben, quand vous allez vous naviguer sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que tous les contenus aujourd'hui qui performent sont des contenus vidéo. Quand vous cliquez sur un post, vous passez sur une vidéo, et le post d'après, ça devient une vidéo. Et donc aujourd'hui, les marques quand elles veulent émerger sur les réseaux sociaux, ça passe par de la vidéo qui suscite aujourd'hui l'engagement et qui sont vraiment mises en avant par les algorithmes. Et pour ça, donc, on reçoit un expert, Jonathan, dans 15 jours, qui va nous expliquer ben, comment, quand on est une marque, on se démarque sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo. Alors, on tease sur TikTok parce que c'est vraiment le réseau social, entre guillemets, à la mode en ce moment, mais vous allez voir que ces stratégies sont gagnantes pour tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, si vous avez bien vu sur téléphone portable, depuis maintenant quelques mois, la vidéo, le mode, le format vidéo courte est apparu, ce qui génère énormément d'engagement quand on voit la baisse de la portée des posts classiques sur LinkedIn au profit de la vidéo. Donc c'est tout ça dont on va parler avec Jonathan, les vidéos pour pouvoir, ben voilà, quand on est entrepreneur, une marque, émerger et se distinguer sur les réseaux sociaux avec ce format qui est devenu incontournable.
Très bien. Eh bien, rendez-vous donc dans 15 jours. L'email d'invitation pour ceux qui sont abonnés dans la mailing list, ben, ça partira, je pense, dans une huitaine de jours. Et puis, n'oubliez pas, ceux qui ne sont pas inscrits, allez sur le site et enregistrez-vous, abonnez-vous à la newsletter, puisque non seulement vous recevrez les invitations systématiquement pour chaque nouvelle masterclass tous les 15 jours, mais aussi chaque semaine, on envoie des conseils sur l'IA, l'intelligence artificielle. Donc chaque semaine, c'est trois petites infos avec des quick wins directement actionnables pour l'entrepreneur pour tirer profit de l'IA et gagner en productivité au sein de son entreprise. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Merci pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui nous regarderont en replay sur les plateformes sociales, sur la chaîne YouTube, sur le site internet, puisque les replays sont aussi disponibles sur le site web. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des attentes par rapport à des sujets pour des masterclass futures. Partagez-les nous avec plaisir qu'on essaiera de les intégrer dans la programmation. Et puis pour le reste, je vous souhaite plein succès et à très vite. Merci Laurent, bonne soirée. Ciao.